d'un enfant à son père. Pourquoi on a décidé d'utiliser ça comme titre? Parce qu'on était totalement en manque d'inspiration. Donc c'est moyennement une blague. C'est un peu une blague, mais pas totalement. En fait, ce que je voulais voir avec vous, c'est un petit peu l'influence que va avoir l'éducation qu'on a et le conditionnement, entre guillemets, dans lequel nos parents ils vont nous mettre, pas forcément de manière consciente, mais et comment ça va forger notre caractère d'adulte, à quel point c'est influencé par le comportement de nos parents avec nous-mêmes. Et pourquoi ça? Pourquoi c'est important de bien comprendre ça? Parce qu'une fois qu'on a bien intégré que certaines choses proviennent de certains éléments de notre enfance, ça permet beaucoup plus facilement de le combattre. Je vais vous prendre un petit exemple personnel. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a 15 ans à peu près, jusqu'à il y a 15 ans, pour moi pas très longtemps, pour vous, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 15 ans environ, j'étais convaincu que j'étais un fainéant. Alors que j'étais pas un fainéant. Et j'avais pas l'impression que je devais être un fainéant. J'étais convaincu d'être un fainéant. Alors, fainéant, c'est un grand mot, mais j'étais convaincu d'être quelqu'un qui dort beaucoup. Ceux qui me connaissent maintenant, ils savent que c'est pas totalement le cas. Ceux qui ont l'habitude d'être avec moi dans un voyage ou dans un truc, ils savent aussi que c'est pas totalement le cas. Mais disons qu'on a une tradition dans la famille d'avoir une renommée de grand dormeur. Tradition ancestrale qui nous vient de nos grands frères et nos grandes sœurs. Il s'est propagé et du coup ça s'est propagé à tous les frères et sœurs. On était tous convaincus qu'on était des grands dormeurs, alors que c'était pas vraiment le cas. Il y en a oui, d'autres non. Mais disons que ça a été tellement, je sais pas s'il y en a qui connaissent mon nom de famille ici. Delève, pas de Delève. Hein. Shabbat, j'ai appelé quelqu'un, j'avais Shabbat et nous, là, j'ai téléphoné à quelqu'un du Shabbat. Il m'a dit qui c'est? Je lui ai dit c'est Raphaël Gottfarstein. Il m'a dit qui ça? Je dis Raphaël Delève. Il me dit tu t'appelles pas Delève? Raphaël Gottfarstein, c'est plus simple Delève. Du coup, le surnom de Gottfarstein, c'est Gott. Facile. Et donc on s'appelle les Goths. Les gens qui nous connaissent bien, ils nous appellent les Goths. Et donc la renommée, c'est les Goths, c'est des grands dormeurs. Il a fait son Goth, c'est une expression chez nous. Quelqu'un il s'est levé à midi, on dit il a fait son Goth. Ok. De tout ça provient l'image que je m'étais faite de moi-même, qui était celle de quelqu'un qui dort beaucoup, alors que c'est pas vrai. Je dors absolument pas beaucoup. Et pour vous dire à quel point, qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté une blague. J'ai raté une blague de moi-même. Alors que, et j'avais même, pour vous dire jusqu'où ça va, j'avais même du mal à me lever le matin parce que j'étais convaincu qu'il fallait que je dorme beaucoup. Et c'est absolument pas vrai. Parce que à partir du moment, ça s'est fait assez rapidement, j'ai été étonnamment surpris à quel point ça s'est fait rapidement. À partir du moment où j'ai compris que ça provenait de là, que j'avais cette image-là de moi-même, c'est parti, mais à une vitesse que maintenant, même quand je suis malade, j'ai du mal à faire une grasse mat. C'est tellement pas dans ma nature de dormir, c'est tellement dans ma nature d'avoir besoin de faire des choses et de faire et de bouger, que par exemple, je supporte pas les vacances. Je supporte pas les vacances où il n'y a pas forcément 250 trucs à faire. Désolé. De la même manière, je suis pas normal, je sais, de la même manière, j'aime pas les fraises. Ah, c'est normal, j'aime pas les fraises. Tout le monde aime les fraises, à part moi. Chaque fois que je dis j'aime pas les fraises, les gens ils disent. Bref, il y a des cas, il y a des exceptions comme ça. Et donc, ce que je voulais voir avec vous, c'était comment ça peut conditionner et comment on peut prendre conscience que c'est un conditionnement et du coup combattre ce conditionnement. Je vais commencer, et c'est pour ça qu'on a mis le titre Lettre d'un enfant à son père, parce que ça commence avec une lettre que je vais vous lire. Vous êtes avec moi tous? Je vais vous lire une lettre
Évidemment, comme à mon habitude, j'aime pas quand les choses sont trop joyeuses. Ashkenaz Power. Et donc c'est une lettre complètement rasera. C'est un enfant qui a subi la maltraitance de son papa. Et par omission de sa maman. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maltraitance directe de sa maman, mais sa maman a laissé faire. Et du coup, après, dans son processus de remise en forme et remise en question et reconstruction, ce garçon, on lui a conseillé, donc quand je dis c'est mon rave, conseillé, c'est un on impersonnel, d'écrire une lettre à son père pour exprimer sur du papier tout ce qu'il a ressenti. C'était pas pour que le père prenne conscience et qu'il se dise ah oui, khatati, pachati, aviti, j'ai fauté, mais c'était pour que l'enfant il puisse mettre des mots et se dire qu'ils vont arriver chez son père sur ce qu'il a vécu. Parce que jusqu'à ce qu'on arrive à l'écrire sur un papier, ça permet de se confronter à cette réalité. Ok, donc c'est une lettre pas joyeuse, ça donne un petit peu envie de pleurer quand on est un petit peu sensible et quand on est un peu sensible à la maltraitance des enfants, mais c'est la réalité, donc je la partage avec vous. Elle a été écrite en hébreu et c'est moi qui l'ai traduite en français, donc c'est pour ça que c'est pas du bon français. Mais c'est pas l'auteur qui a écrit en mauvais français, c'est moi. Ok. Lorsque tu me criais dessus, donc c'est un enfant qui écrit à son père. Un garçon, à ce moment-là, il a à peu près 20 ans et il va pas bien. Lorsque tu me criais dessus, ça ne m'a pas aidé du tout. Je ressentais que j'étais un méchant. Donc là, j'ai pas trouvé mon terme pour dire rachat, mais j'étais mauvais. Je ressentais que j'étais mauvais, mais je ne savais pas quoi faire de ça. Tu as réussi à me convaincre que j'étais responsable de tous mes problèmes. Tu disais même qu'à cause de moi, tu étais malade. Est-ce que c'est comme ça que tu pensais m'aider à me dominer en me disant qu'à cause de moi, tu étais malade? Tu t'imagines combien de fois j'ai rêvé dans la nuit que tu étais mort à cause de moi? Essaye de t'imaginer ce que ça m'a fait. Je me réveille au milieu de la nuit, je m'approche en silence de votre chambre pour vérifier que tu es vivant. Je tremblais de peur de l'obscurité, mais j'avais encore plus peur de rester dans mon lit. Alors j'entendais à travers la porte ta respiration. Ça me calmait pour un instant, mais de suite ma peur revenait parce que ta respiration ne s'entendait plus et j'étais sûr que je ne peux pas écrire. Juste un petit point. Ça, c'est de la maltraitance psychologique. C'est pas de la maltraitance physique. Il y a deux sortes de maltraitance. La maltraitance physique, dans certains cas, pas dans tous les cas, dans certains cas, elle est moins grave. Dans ce cas-là, en l'occurrence, une certaine forme de maltraitance physique serait moins grave. Parce que c'est un garçon très sensible et que chaque chose était prise très à cœur. Et la maltraitance physique, très rapidement, un enfant, il se rend compte que c'est pas lui qui a un problème, c'est son père qui a un problème. Et si son père il le frappe, il comprend que c'est son père qui a un problème. Il est complètement ouf. Ou sa mère. C'est plus rare, mais ça peut être sa mère. Alors que quand ça a de la maltraitance psychologique comme là, il pense que c'est lui qui a un problème. Voilà. Non, en fait, il faut faire le tour. J'ai envie de... Je ferme les deux portes. Merci, Daniel. Ok, ça c'est juste en... Regarde, je vais dire encore quelques mots là-dessus parce que pour l'attendre, sinon c'est pas sympa si je lis la lettre. Il y a eu des cas de maltraitance physique très avérée, on va dire très violente, où les enfants ont pu se reconstruire très bien. Parce que justement, on ne les a pas détruits psychologiquement. On leur a fait mal, c'est terrible, c'est très triste, mais ils ont réussi à se reconstruire beaucoup plus facilement. Bref. Beaucoup plus facilement que la maltraitance physique du moustique. Beaucoup plus facilement qu'une maltraitance psychologique, où là, des fois, avec des mois et des mois d'aide extérieure, ça reste quand même très difficile. Parce que, en fait, quand on va apporter une aide extérieure à un enfant qui a été maltraité psychologiquement, la phrase qui revient souvent, c'est qu'on a réussi à les convaincre
de la réalité de la vie et que c'est pas eux les fautifs, etc., intellectuellement. Donc intellectuellement, ça passe. Mais émotionnellement, ils ont subi tellement de maltraitance que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et même s'ils auront compris ce qu'on leur dit, pour réussir à le vivre, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Et donc c'est aussi un travail émotionnel qu'il faut. Je l'ai eu. Désolé, je t'ai fait peur, Jordan. Il me dérange depuis tout à l'heure. Si personne veut finir comme un moustique, il a intérêt à se passer. Je reprends la lettre, j'ai attendu. Ok? Je reprends la lettre. Papa. Vous êtes avec moi? Papa. Je ne comprends vraiment pas. Vraiment, je ne comprends pas comment tu as pu être si loin de moi. Pourquoi tu n'as pas essayé de comprendre ce que tu me faisais? Si seulement tu avais essayé de m'aider vraiment, de m'apprendre comment faire. Ou alors tu as cru peut-être que ça suffisait de me crier dessus et de me rendre responsable, d'ajouter de la douleur à la douleur. Peut-être que tu t'énervais parce que toi-même tu ne savais pas quoi faire. Mais pourquoi tu as pensé que moi je saurais? Tu as essayé une fois de te mettre à ma place, de réfléchir à ce que je ressentais vraiment, ce que je traverse, de t'imaginer ce que c'est de ressentir à chaque instant que je ne suis pas bécédaire, de bécédaire, ça veut dire que je ne suis pas comme il faut, correct, de se culpabiliser sur tout sans voir aucun espoir de changement. C'est ça le problème, c'est qu'on l'enferme dans une image de lui, je vais en parler un peu plus, qui est négative. Et après cela encore, tu te moquais de moi sur les conséquences de ton acharnement contre moi. Que je suis un raté, un pleurnicheur, un bon à rien. Sur tout cela, tu m'as responsabilisé, mais n'as-tu jamais pensé que tu avais aussi ta part de responsabilité là-dedans? Les mots que j'écris sont secs, mais mes yeux ne le sont pas. Pourquoi n'as-tu pas compris que la morale cruelle que tu me faisais ne fonctionne pas sur moi? À quoi ça a servi de me convaincre que je suis méchant et cruel? Je t'ai cru, naïvement je t'ai cru. Je t'ai cru sur tout. Je t'ai cru aussi que par ma faute, tu n'étais pas en bonne santé. Mais qu'as-tu, toi, gagné à cela? Par chance, tu as désespéré de moi sur les dernières années. Maintenant, je comprends que tu étais trop en colère contre moi, que je n'étais pas assez intelligent. Ça t'a beaucoup frustré. Enfin, tu as un garçon, il avait plusieurs sœurs avant, qui va devenir un vrai grand érudit, qui va prouver au monde comment le grand éducateur réussit à façonner le futur guide de la génération, qui va montrer au monde ce qu'est le droit chemin. Voilà quelles étaient tes espérances. Et qu'as-tu reçu? Un enfant idiot. C'était un éducateur, le papa. Un éducateur, ça veut dire qu'il avait sa part massa, son métier c'était l'éducation. Pas que c'était un professionnel. Idiot, je répète idiot. Idiot, oi, ce que ce mot m'a fait. Comment tu t'es efforcé que je m'identifie à lui. Et tu as réussi. Ah, il réussit. Même maintenant, à chaque fois que j'entends idiot dans la rue, je suis sûr qu'on parle de moi. Et ton fameux sens de l'humour exceptionnel. Comment tu m'as présenté devant ton copain, tu te rappelles? Voici ma preuve, avec un grand sourire. Et ton copain qui demande, c'est-à-dire, quelle preuve de quoi? Et tu réponds en me montrant du dehors, voici ma preuve que l'intelligence n'est pas génétique. Oui, c'est comme ça que tu parlais sur moi et devant moi. Je n'existe pas, je ne suis pas une personne, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas d'âme. Et en plus, je dois avoir l'air de rigoler moi aussi à ta blague cruelle. Parce que sinon, tu te moques encore plus que je n'ai pas le sens de l'humour. Mais pourquoi, papa? Pourquoi tu n'es pas allé voir le fabricant pour te plaindre? Parce que tu es trop religieux pour ça? Et si seulement j'étais convaincu que tu avais raison, que cette intelligence-là de se moquer des gens n'est pas génétique. Pardon. J'espère effectivement ne pas en avoir hérité, mais j'en suis pas sûr. J'ai toujours peur d'avoir hérité de cela. Je te moque encore maintenant que j'ai peur de me marier, mais tu ne comprends pas que j'ai peur de faire subir à mes enfants ce que tu m'as fait subir. La seule chose encourageante que tu m'as dite une fois, c'est que je n'avais pas le sens de l'humour. C'est très encourageant si c'est vrai. Ce sens de l'humour, ce sens de la dérision qui m'a détruit
et peut-être d'autres. Comment je me rappelle tes phrases stylées, encore maintenant elles me détruisent. Effectivement, chaque enfant dérangé, c'est les phrases qu'il disait. Je vais vous la faire en hébreu, après je vais la traduire. Omnam, ça il va revenir en hébreu une seconde. Omnam kol, en hébreu je vous la fais. Omnam kol yeled moufra ou tipesh. Aval lo kol tipesh taïch liot moufra. Et parfois l'isher tipesh liot moufra. Ce qui veut dire, effectivement, chaque enfant dérangé est idiot. C'est ce qu'il lui répétait tout le temps. Mais chaque idiot n'est pas forcément quelqu'un de dérangé. Tu peux rester idiot sans être dérangé. Quel exemple d'encouragement magnifique de l'éducateur intelligent. Et si vraiment tu étais mort, qu'est-ce qu'on aurait dit sur toi à ton oraison funèbre, ton espède, qui est mort un éducateur exemplaire, consacré à ses élèves, dévoué à ses élèves? On n'aurait pas dit qu'est mort un homme cruel qui s'est acharné sur son fils jour et nuit sans qu'il puisse se défendre. Je sais que c'était dur pour toi que ton fils non pas seulement ne soit pas le plus doué au monde, mais en plus qu'il était moufra, dérangé. Ça a détruit tous tes rêves. L'éducateur reconnu, un enfant dérangé, et comment ça se fait que tu n'as pas compris ou demandé de l'aide pour comprendre? Qui t'a convaincu que j'étais dérangé parce que je haïssais le monde? Je ne haïssais pas le monde, je le jalousais. Oui, j'embêtais Zalman c'était son copain, c'est vrai. Et pourquoi? Parce que chaque jour, son père rentrait du travail en passant par l'école et qu'il courait vers lui joyeusement. Je ne me rappelle pas une fois où j'étais content de te voir. Si je m'approchais de toi, si j'ai essayé de m'imaginer que j'étais bien avec toi, de suite tu me poussais sur le côté en disant « Je t'ai coincé entre mes jambes, garde la distance. » Je n'arrive plus à écrire, j'ai envie de déchirer cette lettre inutile, d'effacer ces mots froids. Je crie, je pleure. Et ces mots sont secs, secs comme mon père, secs comme ma vie. Point d'exclamation. Je vous ai mis dans l'ambiance. C'est une vraie lettre. Ça a été vraiment écrit par quelqu'un et vraiment envoyé à son papa. Il ne faut pas imaginer, c'est un cas extrême, évidemment que c'est un cas extrême. Mais il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de rare, malheureusement. Alors, à une moindre mesure, il y en a beaucoup qui sont passés par des phases, pas forcément des parents. Ça peut être un prof une fois, ou un prof qu'on a gardé 3 ans. Il nous a suivis, c'était l'horreur. Toute notre scolarité, enfin, toutes ces 3 années peuvent avoir été l'horreur, même dans tous les autres cours, à cause de ce prof-là, on le sait, qui se moquait de nous. Là, en l'occurrence, il parle beaucoup du sens de l'humour. Parce que c'est souvent, chez les parents, chez les profs, un moyen de se déculpabiliser. « Ah, ça va », vous connaissez cette phrase? « Ah, ça va, on rigole. » Ça va, on rigole. Ce que j'essaye de dire à mes enfants tout le temps, on rigole, c'est quand tout le monde rigole. C'est-à-dire, si la personne avec qui on a rigolé ne rigole pas, alors c'est pas on rigole. C'est on se moque et c'est négatif. Si l'autre il rigole, pas s'il rigole jaune et c'est un faux rire parce qu'il a peur qu'on se moque de lui qu'il rigole pas. Si vraiment il rigole, il y a des gens qui rigolent de bon cœur quand on a fait, je sais pas, moi ça m'arrive d'avoir la tête en l'air et je cherche mes clés pendant 10 minutes, finalement ils sont dans ma poche, on se moque de moi dans la maison, on rigole, je rigole avec eux. C'est sympa. Sur ça, ça va. Il y a d'autres cas où on fait semblant de rigoler, mais en fait on rigole pas du tout. Donc rigoler ça va quand tout le monde rigole. Sinon c'est de la moquerie et c'est très très différent. Les tsanut en hébreu, avec le rire. Srok, ça s'appelle le rire en hébreu, c'est totalement positif. Il écrit que Kadosh Baruch Hu, à la fin du temps, il va rire. Dans Souka, si vous ouvrez un peu dans la Gemara Souka, il écrit qu'il va rire. Il va se marrer. Il n'a jamais écrit qu'il va être les tsan, et il va se moquer. C'est très 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 différent. Et ce que ça fait subir aux enfants, c'est très 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 différent. Si l'enfant ne rigole pas, c'est de la moquerie et c'est forcément destructeur. J'allais voir avec vous quelques cas qui sont extrêmes. Et en fait, si après
on prend conscience de la gravité qui peut se passer à travers quelques mots, on a l'impression que c'est des mots, mais ça détruit. Et ben après, j'espère qu'on essaiera de faire attention de nous-mêmes. On aura des enfants, si Dieu veut, pour ceux qui n'en ont pas encore. Et ça permet aussi de faire une réflexion personnelle sur qu'est-ce que j'ai intégré comme message dans mon enfance, pas forcément des parents, et pas forcément des messages dits. Ça pouvait être des messages perçus. C'est très important pour la reconstruction. Quand vous avez l'impression d'avoir un blocage sur un point, avoir un blocage sur, moi personnellement, c'était me lever le matin. C'est réglé depuis maintenant de nombreuses années. Et sincèrement, à un moment, j'étais convaincu que je ne pouvais pas y arriver. J'étais sûr que j'étais un dormeur. Convaincu à 1000%. Mon rêve, une fois, j'ai fait ça aussi moi avec des parents une fois. Ils sont venus me demander conseil sur leur enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un fainéant, il dort toujours. Il dort toujours, un fainéant. C'est les parents qui me parlent ça. Je lui dis, vous avez déjà organisé Disneyland? Je dis, oui, quel rapport? Il se lève le matin quand vous allez à Disneyland? Bah, évidemment, il se lève. Donc c'est pas un fainéant, il arrive à se lever. Je dis, non, mais là, c'est normal. Donc c'est pas une question de fainéantise, c'est juste qu'il n'est pas motivé aux autres choses que vous leur proposez. Il faut réfléchir comment le motiver. Ça n'a rien à voir avec la fainéantise. Ça existe, d'abord, ça n'existe pas un enfant fainéant. Un enfant, c'est toujours tossé, c'est toujours en train de courir. C'est très rare qu'un enfant il marche. Personnellement, ma fille, parce que tout le monde me dit, mais elle ne sait pas marcher. Elle est tout le temps en train de sautiller. Elle va d'un endroit à l'autre en sautillant. Les enfants, ils ont de l'énergie grave à revendre. Des fois, on a envie qu'ils soient fainéants. Mais au contraire, ils sont fainéants quand on n'a pas envie qu'ils soient fainéants et ils ne sont pas fainéants quand on a envie qu'ils le soient. Ce n'est pas de la fainéantise. C'est un manque de motivation. Bon, alors c'est un autre problème. Il faut réfléchir. Pourquoi cette école, elle n'est pas motivante? Pourquoi ce prof, il n'est pas motivant, etc. Ça n'a rien à voir. L'idée, elle est que une fois qu'on a identifié par rapport à quel message j'ai été confronté dans mon enfance, qui fait que maintenant j'ai cette image de moi qui est peut-être vraie ou erronée, et après il va falloir réussir à travailler sur l'image que j'ai de moi. Comment je vais la faire évoluer. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Juste quelques mots sur l'image qu'on peut avoir de soi. Il y a écrit dans Maxime de nos pères, Maxime des pères, Pirkei Avot, sur la Mishnah, Al tiye rasha bifnei atzmecha. Il y a une Mishnah, il y a écrit Al tiye rasha bifnei atzmecha. Ne sois pas un mauvais face à toi. Ne te considère pas mauvais. Pourquoi ne te considère pas mauvais? Le Rambam Maïmonide, donc un grand penseur du Moyen-Âge, Moshe ben Maïmon, Rambam, ouais, il a écrit dans son Pérouche sur le Pirkei Avot, il a écrit She'achshov adam chaser ou fachut lo yitan chesrono ba'anav she'yasirena. Ce qui veut dire, pourquoi la Mishnah elle me dit ne sois pas un méchant face à toi, ne te considère pas méchant. Il explique que lorsqu'un homme il se sent mauvais, méchant, avec un manque, ouais, il n'y a rien dans cette perception qu'il a de lui-même qui va l'empêcher d'agir en fonction de ce manque. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on va dire à quelqu'un ce qu'il a comme défaut, ça va lui donner envie d'échanger ce défaut. N'importe qui est marié, il sait déjà que c'est faux. Ouais, il a déjà essayé de dire un défaut à sa femme ou à son mari, il a vu la réaction. Générale, ça ne se passe pas exactement dans le sens où ah ouais, t'as raison, super, je vais faire attention à la prochaine fois. Sauf si c'est dit de manière, on va dire, pas sur le moment et avec beaucoup de délicatesse. Mais en l'occurrence, on fait très souvent la confusion entre le couple et les enfants, alors que ça fonctionne sensiblement de la même manière l'émotion. Et avec les enfants, les parents, ils se permettent de donner des reproches à tout va. Et en fait, ce qui se passe quand on donne des reproches, le Rambam nous explique, c'est pas parce que j'ai dit à un enfant t'es un fainéant qu'il aura envie de ne plus être un fainéant. Au contraire, si j'ai dit à un enfant t'es un fainéant, je suis en train de le convaincre que c'est un fainéant. Et donc, à partir du moment où il va agir comme un fainéant. Je vais développer ça un petit peu plus.
personnellement, dans ma vie, je m'étais rendu compte de ça sans l'explication. Quand j'étais je devais avoir 14 ans, je devais être en seconde, quelque chose comme ça. On avait l'habitude de jouer au foot, pour ceux qui sont de Strasbourg et Contade. Ok, à un terrain de foot, au Contade, on se retrouvait tous là-bas, on jouait au foot. Toujours, plus ou moins toujours les mêmes copains. Strasbourg, c'est assez petit. Contrairement à Paris, où après, quand j'ai découvert que mes copains de Paris s'organisaient des foot des fois une semaine à l'avance, dimanche à 14h, tour à la balle, tac, tac. À Strasbourg, même si on n'avait pas les portables, dès qu'il y en a un qui disait on va faire foot, on prenait un coup de fil. Il y avait une chaîne prédéfinie de tous les copains de la classe, dans l'ordre alphabétique, comme il y avait l'appel à l'école. Et moi, je téléphonais à Habib, premier de la liste, qui téléphonait à Abitbol, etc. Tac. Et 10 minutes après, on était tous sur le terrain de foot. Donc on jouait très souvent au foot. Bref, c'est pour ça qu'on est très bon. Et donc, on jouait très souvent au foot. Il y en a qui ont des doutes ici ou quoi? On jouait très souvent au foot et il y en a forcément dans tous les matchs, qui sont dans toutes les équipes et dans tous les groupes qui sont meilleurs que d'autres. Et nous, dans notre groupe, il y en avait un qui était Obélix, il dit pas gros, légèrement enveloppé. Alors, il n'était pas gros, il était légèrement enveloppé. Et il avait plus de mal sur le terrain que d'autres personnes. Bon, ça arrive. Et en général, ces gens-là, on les met à l'arrière. C'est pas eux qui sont les responsables, ou au but. C'est pas eux qui sont responsables de... Je suis encore très copain avec lui. Je me rappelle que quand il ratait la balle, et que je disais, c'est pas grave, la prochaine tu l'auras. C'est pas grave, la prochaine tu l'auras. Ça le boostait à fond. Et j'avais un autre copain qui avait une autre chita. Il avait un autre moyen. Il utilisait un autre moyen. Il disait, mais t'es nul! Il faut que tu prennes la balle, mais qu'est-ce que tu fais? Mais bouge-toi! Et bizarrement, quand il disait ça, il jouait moins bien. J'avais pas d'explication pourquoi. C'est ce que j'avais vu. Ça, c'était l'expérience. J'avais vu de mes yeux, je vous le signe, d'expérience, il jouait mieux quand on lui disait, c'est pas grave, la prochaine fois tu vas l'avoir. C'est sûr que quand on lui disait, t'es nul, mais qu'est-ce que tu fais? Mais bouge-toi. Après, j'ai discuté avec cet autre copain, avec qui je suis encore copain d'ailleurs, et on avait une marloquette. Moi, je lui disais, mais tu vois pas que ça le fait jouer moins bien? Il me dit, mais non, tu vois mal. C'est possible, je voyais mal. J'étais influencé parce que moi, je voulais. Mais tu vois pas que c'est pas vrai. Si je lui dis qu'il est nul, il va vouloir me prouver le contraire. Et donc, il va faire tous les efforts qu'il peut faire pour jouer bien. La logique se tient. C'est de l'orgueil. On éveille l'orgueil en lui et il va vouloir me montrer que c'est pas vrai. Ah oui. La logique, elle se tient. Techniquement, ça ne marche pas. L'expérience nous prouve que ça ne marche pas. Avec les enfants, ça ne marche pas. Avec les adultes, ça ne marche pas. Avec des employés, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais vous dire. Si la personne, elle a 90% de bonne opinion sur lui, admettons, il a une mère marocaine, par exemple. Donc il y a 90% une bonne opinion de lui-même. Ok? Et 10% on lui montre de négatif, alors là, l'orgueil va faire que il va vouloir me montrer, non, il n'y a pas 10% de négatif, je suis 100% positif. Ok, à la limite. Mais si c'est moins de 90, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'enfant, ou l'adulte, ça marche avec les adultes, il va se créer une image de lui-même qui va être une image négative. C'est-à-dire que quand je lui dis au foot, t'es nul, et une fois il a raté, 2 fois il a raté, 3 fois il a raté, il va être convaincu qu'il est nul. À partir du moment où il va devoir s'efforcer à être bon, il va être découragé de faire le moindre effort parce qu'il se dit, bah, de toute façon, je suis nul. Donc, à quoi bon essayer? C'est-à-dire que quand tu donnes un objectif à quelqu'un qu'il ne peut pas atteindre, il ne commence même pas. La personne qui se lance dans un objectif s'il est convaincu de ne pas y arriver. Ça n'existe pas. Vous connaissez l'histoire classique avec la tour comme ça. Il y a 120 étages. Et au bout des 120 étages, il y a la princesse. Et il y a le roi qui prend tous les chevaliers et il leur dit, chevalier des temps modernes, hein. On est en 2018, 2019. Et il leur dit, il y a 120 étages, si tu cours bien, en 10 secondes, tu peux le faire.
10 secondes, tu peux faire chaque étage. Un étage, 10 secondes. Donc 120 étages, combien il faut de secondes? 1200, ce qui donne à peu près combien en minutes? 1200, je n'ai pas fait le calcul. 20 minutes. Ouais? Je ne suis pas trompé? 20 minutes. Ok. Maintenant, il dit, alors attention, c'est si tu carbures bien, en 10 secondes, tu fais un étage. Tu as 10 minutes, si tu arrives en haut dans 10 minutes, avant 10 minutes, tac, princesse, elle est pour toi. Et le château et les trésors. Et tout. Qui c'est qui va s'élancer? Quelqu'un qui pense qu'il peut faire en 5 secondes ce que les autres peuvent faire en 10 secondes. Quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Admettons, il a une mère marocaine. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce. Et au bout d'un moment, il se dit, bon, en fait, j'ai mis 9 secondes pour le premier étage et j'étais à fond. Tac, tac, tac. Au bout d'un moment, il s'arrête. Il n'attend pas d'avoir couru pendant les 10 minutes, grimper les étages pour se dire, ah, finalement, je suis au 60e étage, je m'arrête. Chacun, à partir du moment où il se dit, ça manque de bol, qu'est-ce qui se passe? C'est pour une petite histoire sympathique. Et ben, le mec, il a couru. Il est arrivé au 40e étage. Au 40e étage, il y avait un ascenseur. Il est arrivé en haut. Donc en 10 minutes, il a réussi. Mais comment il a commencé? Parce qu'il était convaincu qu'il pourrait y arriver. Sinon, il n'aurait pas commencé. On ne se lance pas dans un projet si on est convaincu à 100% qu'on ne va pas y arriver. Un enfant, une fois, il était dans sa classe et le prof, il a exposé à quel point c'était primordial, important de dire la vérité. Et que quelqu'un qui ne dit pas la vérité, l'oret meshrina, ce qui veut dire il ne peut pas voir et accueillir la présence divine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas c'est ça qu'il leur a dit. C'est en Israël. Il leur a expliqué à quel point c'est hyper important, hyper grave de dire un mensonge. Le sceau, comment on écrit sceau? S-C-E-A-U, bravo. Alors j'ai une petite énigme pour vous en parlant de sceau. Vous connaissez l'histoire des sceaux? Il y avait un sceau, comment on écrit sceau? Un imbécile. S-O-T. Qui était sur un âne. Ok? Dans sa main droite, il avait un seau pour sceller. Comment on écrit seau? S-E-A-U. Et dans sa main gauche, un seau avec de l'eau. Comment on écrit seau? S-E-A-U. L'âne fit un seau. Et les 3 seaux tombèrent. S-O-T-S. Et les 3 seaux tombèrent. Ah, c'est une belle colle, ça. Bah si, les 3 seaux tombèrent. Comment on n'a pas le droit de dire? Moi je te dis, les 3 seaux tombèrent. Comment j'écris? Ah, c'est délicat. Je n'ai pas une réponse sûre, mais d'après un linguiste, on écrit S-O entre crochets pour dire le son saut. Bref. Toujours est-il, après ce petit cours de français, ça part en débat. On s'en fiche des sauts. C'était juste pour vous dire que cet éducateur, il a dit à l'enfant, il lui a dit, si tu dis, tous ceux qui disent les mensonges, ils ne voient pas la présence divine. Le sceau de Dieu, c'est la vérité, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, ce n'est que vérité, et donc tu es éloigné de Dieu si tu dis mensonge, etc., etc., etc. Il a décrit avec force et émotion à quel point c'est grave d'être un menteur. Ok. À partir d'un moment, au bout de 20 minutes où il a expliqué, détaillé, raconté des histoires émotionnelles là-dessus, il y a un enfant qui part dans un cri de pleurs, un pleur complètement hystérique. Alors, il ne savait pas ce qui lui arrivait, il s'est fait mordre par un serpent, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il évacue tout le monde de la salle et il s'approche de lui, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il lui répète tout le cours. Il dit « Moi je suis un menteur, donc je ne verrai jamais la présence divine, j'accueillerai jamais Dieu, je ne serai jamais proche de Dieu parce que moi je suis un menteur et tout. » Alors le prof il comprend pas, il dit « Ça veut dire quoi t'es un menteur? Tu mens beaucoup ?» L'enfant il a réfléchi. « Ouais, je mens beaucoup. » Il dit « Aucun problème, arrête de mentir, tu seras plus un menteur. » Il dit « Mais je suis un menteur. » C'est des parents, il avait des parents qui étaient convaincus que le plus important dans l'éducation d'un enfant, c'est de l'éduquer à dire la vérité. Comment ils ont pensé qu'il fallait éduquer un enfant à dire la vérité? Bah, à chaque fois qu'il ment, t'as menti, t'es un menteur, arrête de mentir. Ils n'ont pas compris que pour éduquer un enfant à dire la vérité, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. À chaque fois qu'il dit la vérité, on dit « Ah, t'as dit la vérité, bravo !»
Tu vois? Tu dis tout le temps la vérité, magnifique. Et quand il ment, des fois il faut reprendre. Dans quel cas il faut reprendre? Dans le cas où il sait qu'on sait qu'il ment, c'est très délicat. S'il sait qu'on sait, alors là tu peux pas laisser passer. Mais si tu peux faire croire que tu sais pas, alors des fois ça vaut le coup de se faire et de pas rajouter là-dessus. Parce que lui-même, si tu l'attrapes à mentir, il va se créer de lui-même une image de la menteur. Mais dans tous les cas, quand on va devoir faire un reproche, on va à ce moment-là bien préciser que c'est pas un menteur. On dit, tu as menti, j'accepte pas ce comportement de toi, d'Afka de toi, j'accepte pas ce comportement puisque toi t'es pas un menteur. Alors j'accepte pas de mentir. On parle pas sur ce qu'il est, on parle sur ce qu'il fait. Et ça a une différence fondamentale dans l'évolution après de l'enfant. Si vous avez eu des traumatismes de certains de vos profs quand vous étiez petit et qui vous ont traité de fainéant, de menteur, essayez d'imaginer si ça ne vous a pas convaincu que c'était vrai et que du coup après vous agissez comme ça. Le Rambam Maïmonide nous explique dans Pirkei Avot que c'est comme ça que ça fonctionne. Que si tu te crées l'image de toi-même sur quoi que ce soit, et bien après, tu risques de fonctionner avec cette image-là et de ne pas avoir d'espoir de changement. Jusque-là, c'est clair? Okay. Le boulot, après, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, alors c'est pas vis-à-vis des enfants, c'est vis-à-vis de soi-même, c'est d'essayer d'avoir la perception de qu'est-ce qui, dans notre enfance, a pu influencer sur certaines images qu'on risque d'avoir maintenant de soi-même. Encore une fois, c'est pas forcément qui on est, mais c'est l'image de soi. Ça dépend de l'image de soi et pas de qui on est. On peut être totalement différent de l'image qu'on a de soi-même. Ouais, je connais des gens qui sont convaincus, il y a des gens qui ont des problèmes de confiance en eux chroniques. L'effet inverse de la mère marocaine. Ouais. Et ils sont très capables de plein de choses, mais ils sont convaincus de ne pas en être capables. Ils ont peut-être échoué une fois, raté une fois, ils sont convaincus de ne pas en être capables, alors qu'ils sont tout à fait capables. Je vous raconte cette petite histoire parce que j'en suis hyper fier. Qui n'a pas totalement de rapport, mais un petit peu quand même. Mon fils, il m'a raconté, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous connaissez les collections d'images Panini. Ok, il collectionne les images de foot Panini. Alors, à mon époque, c'était des autocollants. Alors, je crois que ça existe encore, les autocollants, mais les Panini, ils ont sorti autre chose. C'est des trucs cartonnés qu'on met dans un album et qu'en fait, il y a des codes dessus. Et quand tu joues sur Internet, sur l'application, tu rentres et tu as des points, des joueurs et tout. Alors, c'est compliqué pour moi. Je suis d'une autre génération. Mais il faisait la collection de ça, donc je lui ai acheté de temps en temps des paquets. Et il a eu la hyper rare. La hyper rare. C'est la invincible, je sais pas quoi, qui existe hyper rare. Brillante et le truc de ouf. Et non seulement il l'a eu, mais après il l'a re-eu. Voilà, c'était l'extase. Et donc il a réussi à l'échanger à l'école avec plein qui lui manquaient. Parce que c'était la hyper rare. Bref, jusque-là l'histoire elle est géniale. Un jour il est rentré de l'école et il était triste. Donc, pourquoi il est triste? Il a 9 ans. Oh, il a 10 ans. Oh là là, je suis désolé. Je m'excuse s'il regarde la vidéo dans 10 ans. Papa, j'avais 10 ans. Mais bon, d'un autre côté, ça change tout le temps, donc c'est hyper dur de se... Il est né en 2009, ok, comme ça je risque pas de me tromper. Mon fils, qui est né en 2009, il est rentré une fois, il était hyper triste. Il dit, pourquoi t'es triste? Il dit, parce que j'ai fait de la peine à un copain. Parce que je fanfaronnais, il n'a pas dit dans ces termes-là, mais je ne me rappelle plus le terme, avec ma hyper rare, et j'ai vu que ça lui faisait de la peine, parce que lui, il ne l'a pas. Et il était très triste de se dire que ça lui fait de la peine. Ok. Il m'a dit, je crois que je vais lui donner demain. J'avais un peu les boules pour lui. Mais d'un autre côté, je me suis dit, éducativement, il y a un truc à faire là. Ça peut être pas mal. Alors j'ai pris des pincettes, je lui ai dit, réfléchis bien, parce que c'est pas sûr que tu l'auras de nouveau, mais ça vaut peut-être le coup, parce que si tu as vraiment beaucoup de peine de ce que tu lui as fait, ça va calmer ta peine et ça vaut peut-être le coup. Alors réfléchis bien.
Je dis, je veux pas décider à ta place. Il m'a demandé, qu'est-ce que t'en penses, papa? Je veux pas décider à ta place, mais voilà, je donne les éléments. Ça peut vraiment t'aider parce que ça va te calmer la peine, parce que tu vas kiffer le fait qu'il va la recevoir. Mais d'un autre côté, tu l'auras pas après. Donc, je veux pas que tu regrettes non plus. Réfléchis bien. Le lendemain, il est revenu, il avait donné l'image, il était content. Donc, j'étais content qu'il était content parce que ça allait mieux et il était très content. Et je me suis dit, et c'est pour ça que je voulais vous ramener cette histoire, à part la grande fierté de mon fils qui avait 2 hyper rares, c'était le moment de lui apprendre ce que c'est l'empathie. Et là, je lui ai appris ce que c'est l'empathie. Pourquoi c'était là le moment de lui apprendre ce que c'est l'empathie? Parce que c'est le moment positif. Et les gens, et c'est ça le sujet, le rapport avec le sujet du cours, les gens, ils enseignent les choses, les valeurs qu'on a envie d'enseigner à leurs enfants, à l'inverse, au moment où il ne faut pas leur enseigner. C'est-à-dire qu'ils leur enseignent au moment où il n'aura pas été empathique. C'est ça que tout le monde fait. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde fait comme ça. Pratiquement tout le monde. À un moment où mon fils il va pas être empathique, il va venir et va me raconter j'avais la hyper rare et lui il avait les boules. Ça arrive aussi. Et là je vais le prendre, je vais lui dire mais enfin, il faut être un peu empathique. Enfin, je vais pas le dire comme ça. T'as pas de la peine pour lui, franchement. Lui, il l'a pas. Et là, je vais éveiller en lui de la culpabilité. Mais le message qui va rester, c'est la culpabilité. L'empathie, c'est désagréable. Il vaut mieux pas être empathique, c'est hyper désagréable. C'est ça qui va rester chez lui. Et les gens, les éducateurs, les parents, très souvent, ils ne font pas attention et ils enseignent les compétences qu'on a envie d'enseigner à un enfant au moment au contraire où il ne faut pas les enseigner. Au moment où il a été nirchal, ça s'appelle, il a fauté, il a trébuché sur cette valeur-là, c'est là qu'il lui enseigne. C'est l'inverse. Quand un enfant il a volé, ça arrive, un enfant il a tapé dans la poche de son père quelques pièces pour aller s'acheter des bonbons. Ça arrive à tous les âges. Enfin, il y a une période où ça arrive forcément chez un enfant où il teste ce que c'est la valeur de quelque chose, la propriété, etc. Si à ce moment-là, le père il le chope, mais t'es un voleur, mais t'es un truc, c'est là qu'il risque de devenir un voleur. Une fois, il y a une maman qui a dit à mon Rav, quand il parlait de ça, il lui a dit, moi, avec les reproches, j'ai enfin réussi à combattre les mensonges de mon fils. Il lui a dit, tu sais comment tu as combattu les mensonges de ton fils? Il connaissait le fils. C'est juste que tu l'as rendu plus professionnel. C'est que maintenant, tu t'en rends pas compte qu'il ment. C'est qu'il est devenu plus ménoussé. Il a eu plus d'expérience. Quand est-ce qu'elle arrive à me choper? Quand est-ce qu'elle n'arrive pas à me choper? Etc. Je ne sais pas si j'ai parlé ici une fois de Tom Sawyer. Je sais que dans un cours, une fois au Vinci, j'avais raconté Tom Sawyer. J'ai raconté ici Tom Sawyer. Vous connaissez Tom Sawyer? C'est l'Amérique. Ok. Il y a une grande pensée très philosophique dans Tom Sawyer qui dit cette idée-là. Alors si on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est un épisode comme les autres. Mais en fait, c'est une grande leçon de vie dans Tom Sawyer. Un jour, Tom Sawyer, vous savez, il faisait l'école buissonnière tout le temps. Et une fois, il habitait chez sa tante. Sa tante, elle le voit sur une charrette en ville, alors qu'il aurait dû être à l'école. Elle le voit. Tac, sur une charrette, il avait séché les cours. L'heure de fin d'école arrive, il rentre à la maison. Elle l'accueille, elle lui dit, où t'étais? Bah, j'étais à l'école, tata. Menteur! Je t'ai vu en ville, t'étais sur la charrette. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Tom Sawyer? Très intelligent. Il lui dit, tata, c'est toi qui mens. Parce que tu m'as posé la question en laissant supposer que tu ne savais pas où j'étais, alors que tu savais très bien que j'étais en ville puisque tu m'avais vu. Donc t'es une menteuse, toi aussi. C'est gonflé, mais c'est vrai. Quel intérêt pour un éducateur de dire où t'étais, à part, ça s'appelle en hébreu la sim mirchol, de mettre une embûche. Ça s'appelle, si je le schématise, c'est viens mon chéri, j'ai ouvert un beau trou, viens tombe dedans, éclate-toi bien la gueule dedans. C'est ça que ça veut dire. Quand je lui pose la question où t'étais, tu sais très bien que lui il pense que j'étais à l'école et que c'est ça qu'il faut qu'il réponde et que c'est ça qu'elle attend comme réponse, donc c'est ça que je vais répondre. Donc quand tu es en train de l'éduquer à mentir en fait, tu es en train techniquement, physiquement de l'éduquer à faire un mensonge. Viens, je t'ai ouvert un beau puits, tombe dedans mon fils, écrase-toi bien. Et c'est pareil quand on va poser une question. Une fois je me suis occupé d'un enfant quand j'habitais encore en Israël à Baït Vegan,
à Beit Vegan, j'étais responsable des jeunes qui avaient des problèmes, des difficultés avec leur famille. Difficultés sévères et francophones. Et donc je me suis occupé d'un enfant là-bas. Un jour, j'ai eu énormément envie de mettre une grosse baffe dans la tête de son père, mais je me suis retenu. Et c'était très dur. Et c'était un enfant. Quand j'ai discuté avec son père, il m'a raconté exactement l'histoire de Tom Sawyer. Son fils, il sortait de la maison habillé normal, comme il faut qu'il s'habille à la maison, classe. Une fois, son père, il l'a suivi. Pour voir s'il n'y avait pas dans des quartiers un peu malfamés, un samedi soir, un endroit où il y a un peu de musique et un peu de... Voilà. Ce qui n'était pas autorisé dans cette famille-là. Il l'a suivi, jusqu'à une petite ruelle, où il l'a vu sortir de son sac à dos d'autres habits. Il se change, et il rentre dans un endroit qui n'était pas tamponné glad cachère. Et il me raconte, le père, qu'il a arrêté de le suivre là parce qu'il n'avait plus la force. Le problème, c'est le papa, il n'avait plus la force, le pauvre. Et quand son fils est rentré à la maison, qu'est-ce qu'il lui a dit? Où t'étais? Son fils, il lui a dit, mais papa, je t'avais dit que j'allais chez un copain pour réviser. Il a dit, menteur. Je t'ai vu, telle rue, tel endroit. Le fils, il n'était pas aussi intelligent que Tom Sawyer, donc il ne lui a pas raconté. Il a baissé les yeux, il a pris dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, le père? Il l'a éduqué à mentir. Il l'a éduqué à mentir parce qu'il lui a créé une possibilité de mensonge bien ouverte. Parce que l'enfant, il n'avait pas répondu. Tu sais quoi, je suis parti en boîte, papa, et je me suis changé dans une ruelle. Il n'avait pas lui répondre ça. Donc, imaginons qu'il ne savait même pas. Et qu'il n'avait pas dit après, je t'ai vu dans la ruelle, t'es un menteur. Il n'a rien dit après. L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un mensonge, lui, il le sait. Donc il l'a habitué à mentir. Quel intérêt? À la limite, dans ce cas-là, tu dis, je t'ai vu dans telle ruelle, comment ça se fait? Je suis pas content. Peu importe. Mais pourquoi créer le mensonge avant, à part pour l'éduquer à mentir? Aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Maintenant, ça, c'est vrai dans le mensonge, je vous ai pris beaucoup cet exemple. Mais c'est vrai dans tout. Dans toutes les compétences qu'on va avoir envie d'acquérir, il faut avoir... Alors, on va vouloir faire acquérir à un enfant, c'est un peu dans l'éducation, mais quand soi-même on a envie d'acquérir et qu'on a l'impression qu'on a un blocage là-dessus, il y a une réflexion à avoir, d'où provient ce blocage. Qu'est-ce qui fait que je pense que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose? J'ai un copain qui avait eu un traumatisme de l'endroit où il a été éduqué. Il était en internat entre 14 et 17 ans. Et il a un traumatisme de là-bas, parce que là-bas, c'est un internat très 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 fermé. Il ne savait pas trop pourquoi il avait peur de se coucher. Il dormait très très tard, il avait vraiment peur d'aller se coucher. Bizarre d'avoir peur d'aller se coucher. En général, quand on est un post-ado, on est fatigué, on a envie de dormir. En fait, ce gars-là, ce copain, quand il était dans cet internat, il n'avait pas le droit d'allumer la lumière après 10 heures du soir. C'est-à-dire que la lumière devait être éteinte. Et il y en a qui connaissent la bracha de Amapil. Ouais, on est Amapil. Amapil, c'est la bracha qu'on fait avant de dormir. Et après l'avoir faite, on n'a plus le droit de parler. C'était un endroit très religieux, cet internat. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait l'éducateur là-bas? Ah, je refais ma phrase, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faisait l'éducateur là-bas pour imposer le couvre-feu à 10h? Il était 10h01, il n'avait pas l'heure de dire il est l'heure de se coucher les enfants. Il écoutait derrière la porte. Vous n'avez pas le droit de parler après 10h. Lumière éteinte, pas le droit de parler. Il écoutait derrière la porte. Dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait, il rentrait comme ça, en furie. Ferme la pile! Parce qu'après la pile, tu n'as plus le droit de parler. Donc tu utilises la Torah pour... Bon, sans parler de ça, ferme la pile. Ce jeune homme-là qui a subi ça, lui, il ne parlait pas, il me raconte, moi je ne parlais jamais, j'avais trop peur qu'il rentre et qu'il me dise faire à ma pile et je ne la connaissais pas par cœur. Alors, lui, devant tout le monde, c'est l'archema. Lui, tu peux te dire, bah, c'est bête, apprends-la par cœur, c'est rapide, c'est une petite phrase. Et voilà, mais
C'est un enfant, il ne réfléchit pas à ça. Lui, il réfléchit que à sa peur que le mec il vienne lui hurler devant tout le monde quand il était enfant. Et donc il dit, je me taisais tout le temps, mais j'avais tout le temps peur qu'il entende quelqu'un parler et qu'il pense que c'est moi. C'est même pas qu'il parlait, il avait peur qu'il pense que c'est lui. Et donc il a grandi comme ça pendant des années, à avoir peur de quelqu'un qui va lui sauter dessus au moment du coucher. On marche sur la tête, hein. On marche sur la tête. Bon, c'est un endroit aussi particulier, et très fermé, exigeant. Il n'y a pas d'éducateur sur place. Bref. Je vais vous prendre un dernier exemple, et on va conclure là-dessus, et après si vous avez des questions. Je vous ai déjà raconté l'histoire du kleptomane. Je raconte souvent celle-là parce que j'adore cette histoire. Il y avait un... Vous savez ce que c'est un kleptomane? Quoi? Ouais. C'est quoi un voleur compulsif? Il voit quelque chose, mais ça n'a pas besoin. Maladie de voler. Ouais. Quoi? Il voit quelque chose, mais ça n'a pas besoin. Voilà. Même si on n'en a pas besoin. Vous avez donné les bonnes réponses. Un kleptomane, c'est un nom qui a été créé par les psychiatres pour enfermer dans une case quelqu'un qui vole et lui dire c'est pas grave que tu voles puisque tu es kleptomane, c'est ta maladie. Et donc comme tu es malade, tu voles. Maladie de voler. C'est pas très clair. Chez les psychologues, c'est une vraie maladie comme ça, c'est pas des trucs qu'on prend des médicaments. En tout cas, il y en a qui sont kleptomanes dans le sens où ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre quelque chose, même s'ils n'en ont pas besoin. Ils ont 5 iPhones, dont aucun ils ont acheté. Ils en voient un, il n'a pas de surveillance, ils le mettent dans la poche. Non, un iPhone, allez, ça peut se comprendre, c'est un iPhone. Pas un iPhone, un verre en plastique. Tout, ils volent tout. Il y a un jeune comme ça qui est arrivé dans la yeshiva de mon Rav, de mon formateur, avec l'étiquette du psychiatre, kleptomane. Kleptomane, ça veut dire, ils volent tout. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait mon Rav pour s'occuper de ce jeune homme? Comme il est un peu complètement cinglé. Très bien, tu vas être responsable de la caisse à la yeshiva. Quand il lui a donné cette responsabilité, dans sa yeshiva, c'est une yeshiva de responsabilité, ça s'appelle parce que le premier gars qui arrive, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il récupère une responsabilité. Il y en a un, il a la responsabilité d'ouvrir le Echal de Mincha quand il y a la Torah. L'autre, chacun son truc. Il y en a un qui a la clé du bureau, il n'y a que lui qui a la clé du bureau. Quand quelqu'un veut aller au bureau, c'est lui qui doit l'ouvrir. Il y en a un qui est responsable, chacun est responsable de quelque chose. Lui, il s'est dit, bon, magnifique, quelle responsabilité on peut lui donner? Les comptes de la yeshiva. C'est toi qui es responsable de la caisse. À chaque fois qu'il y a un événement, il faut prendre des paiements, des machins. C'est toi qui encaisse les paiements, c'est toi qui compte après, qui manque rien, tu fermes, tu es responsable. C'est toi qui as la clé. Quand il a fait ça, tout le tsevet, ça veut dire toute l'équipe éducatrice, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, c'est bien ce que tu fais, mais c'est toi qui as besoin d'un psychiatre, non, pas lui. Tu prends le voleur et tu le mets responsable de la caisse. Il dit, c'est comme si tu prends le chat et que tu le mets sur le fromage et que tu lui dis de ne pas manger. Il dit oui, jusqu'à ce qu'il apprenne que le fromage il est avarié et qu'on ne peut pas le manger, c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis responsable de la caisse. À chaque fois qu'il y avait un événement, et après l'événement, le gars il comptait, il venait le voir et il lui disait qu'est-ce que je suis content de t'avoir donné cette responsabilité. Heureusement, j'ai pu donner à quelqu'un d'honnête. Chaque fois. À chaque fois qu'il y avait un événement, il manquait 200, 300 shekels, à chaque fois. Et comme il manquait de l'argent dans la caisse, les éducateurs sont revenus à la charge. Ils lui ont dit, tu te rends pas compte qu'il manque de l'argent? Ça nous fait perdre de l'argent à la yeshiva. Il lui dit, écoute, je vais t'imaginer le truc et tu me réponds ce que tu penses. Imaginons, il y a un incendie dans la yeshiva. Il y a un incendie. Et dans cette chambre, il y a la caisse avec l'argent et cet enfant. Qui tu sauves? On va réfléchir combien il y a d'argent dans la caisse, tout ça, mais bon. Admettons que finalement, tu prends la décision quand même, a priori, de sauver l'enfant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu me parles maintenant des 200 shekels qu'on perd? Ça aide cet enfant, on est en train de le sauver.
Alors qu'est-ce que tu me parles des 200 shekels? Comment ça peut être chez toi un sujet? Comment ça peut être un sujet, l'argent là qu'on est en train de perdre, alors que je te montre que ça est en train de sauver un enfant. Et à chaque fois qu'il y avait un événement, il lui disait qu'est-ce que je suis content de t'avoir donné cette responsabilité. Au bout d'un moment, au bout de 3 mois à peu près, l'enfant il lui a dit, à mon rave, il lui a dit, j'ai peur que vous ayez une très très grosse déception de ma part. Il dit une très grosse déception, il dit pas du tout, je suis tellement content. Il dit quand même, j'ai peur que vous ayez une très très grosse déception. Peut-être que c'est pas ce que vous croyez. Il dit écoute, ce qui se passe, ouais, il n'y a que toi et le bon Dieu qui savent. Mais imaginons que par hasard, peut-être, éventuellement, une fois en comptant la caisse, tu t'es trompé, et il y en a un peu qui est resté dans ta poche. Ça veut dire que tu es un voleur? Ça ne veut pas dire que tu es un voleur. Ça veut dire que tu es quelqu'un de très honnête qui, une fois, a craqué pour 200 shekels, mais ça ne fait pas de toi un voleur. Sans s'en rendre compte, il dit, même c'est arrivé plus de 1 ou 2 fois. Il dit même c'est arrivé plus de 20 000 fois. Il dit, je pense que vous ne savez pas qui je suis. Enfin, il lui dit. Il lui dit, moi je pense que c'est toi qui ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu penses que tu es quelqu'un alors que tu es quelqu'un d'autre. Il dit, qui je suis. Il n'y a que moi qui sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Il dit, ce que tu fais, tu sais. Mais pas qui tu es. Ça, peut-être que moi, je sais mieux que toi. Et je vois, il aime bien utiliser des mots très scientifiquement en hébreu. Il dit Aniroé berenrise necha. Il dit je vois dans ton iris de tes yeux, je crois que ça se traduit comme ça, que tu es quelqu'un d'honnête. Et même si ça t'est arrivé de voler des fois, tu es quelqu'un d'honnête. Là, il l'a pris dans les bras, il s'est mis à pleurer l'enfant. Sans s'en rendre compte, il avouait complètement tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a écrit. Il l'a pris dans les bras et il lui a dit regarde, je vais te le prouver. Si tu étais quelqu'un de malhonnête, on te laisse maintenant voler. Qu'est-ce que tu aurais besoin de venir te confier à moi que peut-être c'est arrivé quelquefois? On te laisse voler, continue à voler tranquille. Si tu sens le besoin de venir me parler que peut-être je vais avoir une déception et que peut-être c'est arrivé plus que 2 ou 3 fois et plus que 4 ou 5 fois, ça veut dire qu'au fond de toi, tu es vraiment quelqu'un d'honnête et que tu as besoin de me le dire. Et là, c'est l'enfant qui tombait des nuits. Ah, il y a Charles. Il a réagi comme ça. Il dit alors, je suis vraiment honnête en fait. Genre, tout ce qu'on m'a raconté jusqu'à maintenant, c'était du mytho. Mais encore une fois, ça, tu peux le convaincre intellectuellement. Il a fallu des mois où il l'a pour le convaincre émotionnellement. Parce que c'est très beau intellectuellement, mais il faut que ça rentre bien profond. Un dernier petit message et je vous libère là-dessus. Comment ça peut rentrer bien profond? C'est le Dvar Torah que j'ai fait à la mort de Yoav. D'ailleurs, je vous annonce en avant-première que j'ai trouvé un donateur, parce que là, cette bibliothèque fait vide, n'est-ce pas? On a évalué à peu près pour la remplir, il faut à peu près 10 000 euros. Ça coûte cher les livres. À peu près, faites le calcul, combien de places pour un livre, coûte à peu près 20 euros, combien de places et combien ça va coûter? Vous allez arriver à 10 000 euros. Bon, au Hachem, j'ai trouvé un donateur qui a décidé de nous faire un don de 10 000 euros pour créer cette bibliothèque qui sera remplie que de livres intéressants que vous pourrez lire et emprunter. Cette bibliothèque s'appellera la bibliothèque Yoav Atab, un élève de la relève qui est mort à l'attentat hyper cacher il y a quelques années après un voyage qu'il avait fait avec nous. Juste 10 jours après le voyage qu'il avait fait avec nous, il est assassiné. Une semaine. Bref. Donc ça se portera le nom. Moi je vous dis ça parce que le Dvar Torah que j'ai fait à la mort de Yoav Atab, c'était celui-là. Donc je partage avec vous juste ces quelques mots. Vraiment quelques mots. J'essaie de me rappeler ce que je voulais dire, comment introduire. J'ai un trou, alors je suis désolé. Moi j'avais compris sur le kleptomane, n'est-ce pas?
Ah oui, comment ça rentre dans le cœur? C'est ça que j'avais dit à la mort de Yoav. J'ai appris ça de mon rave, hein, c'est pas de moi. Il y a écrit dans le Alenu de Shabeach, il y a écrit Al Levavecha, sur le cœur. Al Levavecha. Les Shafta Al Levavecha, et tu les déposeras Al Levavecha, sur le cœur. Tous les préceptes de Dieu. Al Levavecha. Al Levavecha, c'est sur le cœur. On ne met pas les choses sur le cœur, il faut les mettre dans le cœur. Merci. Il aurait dû avoir écrit Bil Vavecha. La Shefta, Bil Vavecha, pas Al Levavecha, pas Al Levavecha, pas sur le cœur. Parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend, ça ne peut pas rentrer automatiquement dans le cœur. Le cœur est beaucoup plus hermétique que l'intellect. L'intellect, tu as compris quelque chose, tu as compris. Génial. Mais comment est-ce que tu le vis après au quotidien? Non, c'est un autre sujet. Est-ce que c'est rentré dans le cœur? Donc toutes les choses que tu dois apprendre, tu dois les poser Al Levavecha. Tu ne peux pas les rentrer dans le cœur. Al Levavecha, tu les poses sur le cœur. Le jour où il y aura une grosse émotion, ça fera un trou dans le cœur. Et là, ça rentrera Bil Vavecha. Et pour ça, il faut les avoir intégrés. Il faut les avoir posés sur son cœur. Tu poses toutes les choses que tu apprends sur le cœur. C'est pas grave, c'est pas encore dans ton cœur, tu ne le vis pas encore. Mais c'est préparé. Tu les as sur ton cœur. Le jour où tu auras une grosse émotion, tac, ça va rentrer tout ce que tu as appris et ça sera partie intégrante de toi. Là, ça rentre dans le cœur. C'est ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce que j'avais dit, à la mort de Yoav, l'émotion, elle est totalement ouverte. Et on va prendre des choses sur nous. Les gens, ils ont dit, bon, moi, à partir de maintenant, je commence à faire Shabbat. Génial. Ouais, mais il ne faut pas que ce soit que de l'émotion. Parce que si c'est que de l'émotion, quand l'émotion, elle va partir, le Shabbat aussi, il va partir. Et tu auras plus de mal après de le prendre sur toi parce que tu l'auras déjà pris une fois sur toi sans l'avoir fait. Donc d'abord, là, faites rentrer dans le cœur avec cette émotion tout ce qui était déjà posé sur le cœur. Après, vous allez prendre des choses sur vous et quand il y aura une nouvelle émotion, vous pourrez les faire rentrer dans le cœur. Et faites déjà rentrer dans le cœur, pour que ce soit bien profond, les choses que vous aviez déjà intégrées, qui étaient déjà pas juste sur le coup de l'émotion, parce que ça sera contre-productif. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de toujours réussir à pas vous enfermer dans l'image que vous avez de vous-même et créer une image de vous-même qui sera toujours plus positive pour aller sur de l'avant et bonne semaine.